Je me présente, je suis le docteur Jacques Laurier et je vais présenter le Journal Club d'aujourd'hui. Il s'agit d'une publication qui est apparue dans le New England le 6 février 2020 et qui porte sur une évaluation du dépistage par CT scan chez les grands fumeurs dans le but de déterminer la mortalité par cancer du poumon. Cette étude a été faite en Hollande par un groupe d'épidémiologistes très bien connus et extrêmement compétents. Alors, avant de se lancer dans l'étude elle-même, je pense qu'il est important de considérer certaines statistiques. Alors, la première, évidemment, c'est que le cancer du poumon est un mauvais cancer. La survie à 5 ans est seulement de 15%. 45% sont diagnostiqués au stade 4, et donc ce n'est pas surprenant que la mortalité soit si désastreuse. En ce qui concerne le tabac, le risque relatif fumeur versus non-fumeur est de 10, c'est-à-dire qu'un fumeur a 10 fois plus de chances de développer un cancer du poumon qu'un non-fumeur. Par contre, dans le cas du larynx, c'est 300, c'est-à-dire qu'un fumeur a 300 fois plus de chances de développer un cancer du larynx qu'un non-fumeur, et de fait, le cancer du larynx, pour toute fin pratique, n'existe que chez les fumeurs. Un chiffre moins bien connu, c'est que 12% des fumeurs meurent de cancer du poumon. Les autres, évidemment, meurent d'autres choses. Et évidemment, le tabac augmente le risque de tout, les maladies possibles et imaginables, y compris évidemment les cancers autres que le poumon et également les maladies cardiovasculaires, mais aussi les maladies mentales, le suicide, la mort violente, etc. Ceci étant dû à deux facteurs. Le premier, c'est la toxicité intrinsèque du tabac, et le deuxième, c'est que les fumeurs sont des gens qui, en général, ne prennent pas un très bon soin de leur santé. Finalement, 25% des adultes fument, et donc cette publication va s'appliquer à 25% de votre clientèle. Ce graphique montre l'importance du cancer du poumon vis-à-vis les autres cancers, mais montre également que le tabac augmente les cancers de tous les organes possibles et imaginables. Si on parle un peu du dépistage, le dépistage, c'est quelque chose qui se prête à beaucoup de biais. Et je pense que c'est intéressant de vérifier les biais qui jouent dans l'évaluation d'un dépistage. Le premier, très important, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation veut dire que quand on a une croyance quelconque, on privilégie l'information qui nous renforce dans cette croyance. Dans ce cas-ci, la croyance constitue au fait qu'on est conditionné depuis le tout début de nos traitements, de notre entraînement, à penser que les maladies, plus on les diagnostique tôt, mieux ça vaut pour le patient, parce que, évidemment, si on est diagnostiqué tôt, on peut intervenir plus vite et de façon plus efficace. Mais ceci qui est apparemment très logique doit cependant être confirmé, sinon on peut amener à des désastres, comme on verra tout à l'heure. Ensuite, le programme de dépistage devrait diminuer évidemment la mortalité spécifique à la maladie qui est dépistée, mais également la mortalité totale. Autrement, c'est beaucoup moins intéressant. Le biais de sélection veut dire que les patients qui acceptent de participer à une étude sont en général plus responsables et plus intéressés que ceux qui n'acceptent pas. Et ceci fait que les résultats ne sont pas nécessairement applicables à la population générale. Par ailleurs, le biais de sélection fait que la seule façon d'étudier le dépistage de façon convenable, c'est en utilisant une étude randomisée contrôlée. Une étude observationnelle aurait tellement de biais que les résultats seraient interprétables et pourraient amener à des mauvaises décisions.
Le quatrième biais qui est très spécifique aux études de dépistage, c'est le fameux biais de départ anticipé ou lead time bias qui est expliqué dans ce graphique. Alors ici, on a deux patients. Celui-ci est dépisté et celui-ci n'est pas dépisté. Ça, c'est l'axe du temps. Ici, on s'agit de deux patients jumeaux identiques. Alors, ce point-ci, c'est le moment où la maladie commence, c'est-à-dire le moment où a lieu la première mitose cancéreuse, mais évidemment, la maladie n'est pas détectable. Ici, c'est le point où la maladie est détectable par dépistage. Donc, cette zone grise-ci, la maladie peut être détectée par dépistage ici, jusqu'ici, durant cette période qui est la même ici. Et ici, on a le point où la maladie devient symptomatique et peut être détectée cliniquement sans dépistage. Alors, si on prend le patient qui a été sujet au dépistage, eh bien, on voit qu'il a son test ici, il est diagnostiqué ici, on intervient, on le traite et il va mourir ici malheureusement. Le patient non dépisté, bien évidemment, il va pouvoir juste se diagnostiquer quand les symptômes apparaissent et il va vivre jusqu'ici, il va mourir au même moment que l'autre. Alors, si on regardait ça, on peut arriver à la conclusion trompeuse que ce patient, le dépistage est bon parce que ce patient a vécu plus longtemps que ce patient. Mais en fait, il n'a pas vécu plus longtemps. Si le point zéro, c'est le moment du dépistage, eh bien, on a le biais du départ anticipé. Mais en fait, les deux patients sont morts au même moment et ce patient-ci n'a pas profité du dépistage. En fait, on pourrait même dire que le sort de ce patient est moins bon que de celui-ci parce que lui, il est dépisté, donc il apprend qu'il a un cancer et il vit avec l'angoisse conséquente au diagnostic du cancer, excusez-moi, pendant cette période-ci. Par contre, celui-ci, durant cette même période, ne sait rien, mène sa petite vie tranquille et éventuellement, il est diagnostiqué. Donc, la qualité de vie de ce patient est meilleure que celle de celui-ci et tout ça pour un décès qui va arriver en même temps. Donc, c'est le cas classique du biais de départ anticipé ou lead time bias. Bon, alors ici, on va continuer avec le biais du départ anticipé parce que c'est très important. Et ce que vous avez ici, pardon, donc c'est une série de patients souffrant de cancer de la prostate, c'est toujours un bon exemple. Et en gris, vous avez la zone de temps durant laquelle la maladie est dépistable et diagnosticable par le test de dépistage. Et évidemment, rendu ici, la maladie devient diagnosticable par les tests cliniques. Alors, on voit qu'on a des patients qui ont des cancers relativement indolents où la période de temps où il est détectable par dépistage est longue. Et par ailleurs, on a des patients qui ont une période qui sont des patients qui ont des cancers beaucoup plus agressifs. Et évidemment, la période où la maladie peut être détectée par dépistage est plus courte. Alors, quelle est la conséquence de ceci? La conséquence de ceci, vous l'avez ici. Et ce que vous constatez, c'est que si on a un groupe de patients qui sont détectés, où le screening se fait ici, et là, on a des patients avec une maladie indolente où la période de temps diagnosticable par dépistage est longue, et on a des patients qui ont des maladies plus agressives. Alors, si on fait tomber ce test de dépistage au hasard dans cette population, ben, c'est évident que les patients qui ont une maladie indolente et lente ont des périodes détectables par dépistage plus longues et ont plus de chances de détecter, alors que les patients qui ont une maladie plus agressive ont moins de chances d'être détectés parce que leur période de temps où la maladie est détectable par dépistage est plus courte. Et donc, on va favoriser de détecter des cancers plus indolents et donc possiblement des cancers qui ne se seront jamais manifestés. Alors, le surdiagnostic,
c'est la définition, c'est le diagnostic et traitement de cancer qui n'aurait pas produit de symptômes ou de mort prématurée. C'est-à-dire qu'on fait un diagnostic à cause du dépistage, on traite un patient, mais ce patient ne serait jamais mort de cette maladie, de ce cancer, il n'aurait jamais même manifesté des symptômes. Alors, pour mesurer correctement le surdiagnostic dans une étude de dépistage, il faut que tous les sujets soient suivis jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. Et de cette façon-là, on peut mesurer avec précision le surdiagnostic. Dans une très grande étude sur le cancer du sein, pour étudier la mammographie versus l'auto-examen, les patients de cette étude ont été suivis jusqu'à qu'elles soient toutes mortes, c'est-à-dire 25 ans après le début de l'étude. Et on a constaté qu'il y avait dans le groupe dépisté 20 000 diagnostics, alors que dans le groupe contrôle, il y avait 17 000 décès. Donc, on a affaire qu'il y a 3 000 patientes qui ont été diagnostiquées, mais qui n'auraient pas décédé de la maladie. C'est le tas du surdiagnostic. Un autre exemple, pour rendre le surdiagnostic encore plus clair, l'exemple est tiré du screening à la PSA dans le cancer de la prostate. Alors, on a deux populations, ceux-ci n'ont pas de dépistage, ceux-ci ont du dépistage. Les dépistés, on diagnostique 68 et on traite 68 cas, les non dépistés, pardon, et avec la PSA, on détecte 88 cas. Cependant, en bout de ligne, il y a eu 7 morts dans ce groupe et 7 morts dans ce groupe. Donc, on peut conclure qu'il y a 20 patients de ce nombre relativement petit qui ont été diagnostiqués et traités alors que leur cancer ne se serait jamais manifesté. Une autre façon de présenter le dépistage, c'est que, disons qu'on va faire le dépistage ici qui va détecter un cancer. Et on a toute une série de patients dont le cancer commence à la même date. Alors, les cancers qui grandissent très vite, ils poussent tellement vite qu'on n'a jamais eu le temps de les détecter, ça ne change rien. Les cancers qui progressent lentement, oui, on va pouvoir le détecter ici. Et puis ce cancer, éventuellement, on peut en bénéficier parce qu'éventuellement, il se serait rendu dans la zone où il aurait eu des symptômes et son décès. Donc ça, c'est la zone de décès-symptômes. Donc ce patient-ci est susceptible de bénéficier du dépistage. Par contre, le patient où le cancer pousse très lentement, il va être screené ici, on va le traiter, mais il ne se serait jamais rendu à la période de temps où il aurait eu des symptômes ou le décès. Et évidemment, encore pire pour le patient qui a un cancer qui ne progresse pas du tout, il va quand même être détecté et traité alors qu'il n'aura jamais de symptômes. Donc ces deux-là ont été surdépistés et celui-là, il a été manqué. Et donc il y a seulement celui-là qui va bénéficier du dépistage. Alors, l'important quand on regarde tous ces biais, c'est de considérer que tous ces biais favorisent le programme de dépistage. Donc, si ces biais ne sont pas bien contrôlés, on va avoir l'impression que le programme de dépistage est plus bénéfique qu'il ne l'est en réalité. Un exemple dramatique des effets nocifs du sous-diagnostic est arrivé au Japon dans les années 80. Alors, les Japonais ont trouvé qu'un test urinaire simple et bon marché pouvait détecter les patients souffrant de neuroblastome. Je m'excuse de la faute d'orthographe. Et donc, ils ont dit, c'est parfait, le neuroblastome, c'est un mauvais cancer, c'est le deuxième cancer le plus important dans l'enfance, et donc on va dépister tous les bébés à 6 mois, et s'ils sont positifs, on va intervenir, on va les soigner, on les aura détectés plus tôt, donc on a plus de chances de les guérir. Tout ça, c'est bien beau. En 90, ils réévaluent les résultats de leur programme de dépistage et ils découvrent que l'incidence de neuroblastome au Japon durant ces 10 années a doublé, mais que la mortalité était demeurée constante.
donc un surdépistage de 50%. Ce qui veut dire que 50% des bébés auxquels ils ont diagnostiqué un neuroblastome par le test urinaire et en conséquence traités n'auraient jamais eu de manifestation clinique de leur neuroblastome. Et évidemment, le programme a été discontinué. Ça veut dire à quel point un programme de dépistage peut être dangereux s'il n'a pas été évalué correctement avant de le mettre en marche. Il y a évidemment aussi le coût du dépistage, coût monétaire du test, angoisse du test ambigu. Le patient qui a une PSA dans la zone grise et dont on va répéter le test dans 6 mois va passer 6 mois à se torturer la tête, savoir s'il a un cancer. Et dans le cas des cancers du sein, une très belle étude dans le New England a démontré que les patientes qui avaient une mammographie positive mais une biopsie négative avaient beaucoup d'angoisse et de préoccupation qui affectaient sérieusement leur qualité de vie parce qu'elles passaient beaucoup de temps à se demander si elles n'avaient pas vraiment un cancer qui aurait été manqué par la biopsie. L'angoisse du test ambigu ne reçoit, à mon avis, pas suffisamment d'attention, mais elle est très importante. Et finalement, évidemment, les effets secondaires de l'irradiation causée par le test. Alors, on va revenir à notre étude. Alors, du point de vue de révision de la littérature, avant l'étude qu'on va discuter aujourd'hui, une étude américaine avait démontré que le cancer la tomographie diminuait la mortalité de cancer du poumon de 25%. Elle ne mentionne pas la mortalité totale. Et à cause des résultats de cette étude, les Américains, dans leur ligne directrice, recommandent un CT scan annuel chez les fumeurs entre 55 et 80 ans. Alors, on revient à notre étude. Alors, l'étude a été randomisée contrôlée et un groupe a reçu un CT scan aux années 0, 1, 2, 2,5. Il mesurait si le CT scan était suspect, il le répétait en regardant le volume et le temps de dédoublement. S'il était négatif, il ne faisait rien du tout. Si le test initial était indéterminé, il le répétait pour mesurer le temps de dédoublement. Si ceci était positif, ben là, il passait à une biopsie. Donc, un dépistage en 2 temps. D'abord le CT scan, ensuite répétition du CT scan, et finalement la biopsie de confirmation qui était le résultat final. Alors, maintenant, ben, on va passer à l'étude elle-même. Alors, on va aller au résultat. Excusez-moi quelques instants que je me rende au tableau 1. Excusez, j'aurais peut-être dû le préparer. OK, voilà. Alors, le tableau 1, comme vous savez, montre les caractéristiques de base des patients à la randomisation. Étant donné qu'il y avait surtout des patients mâles et que le nombre de patients femelles était très petit, ils ont décidé de faire une autre étude pour les femmes et d'analyser dans cette étude uniquement les hommes. Donc, ici, on voit les caractéristiques des patients. On voit, comme c'est le cas dans les grandes études avec des grands nombres, que tout s'est bien passé. Les patients ont exactement le même âge. La quantité de tabagisme est exactement la même dans les deux groupes. Et le fait de nombre de fumeurs actuels versus fumeurs dans le passé est aussi quasiment identique dans les deux groupes. Donc, on peut constater que quant aux facteurs pronostiques les plus importants de cancer du sein, les deux groupes sont parfaitement équilibrés et on peut procéder avec confiance. Alors ici, ce qu'on a, c'est les résultats du screening. Alors ici, c'est la session 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, c'est les résultats à chaque session. Alors, regardons d'abord les résultats à la session 1, c'est-à-dire le premier CT scan. Et on voit que 19,7% des patients étaient suspects ou indéterminés au CT scan,
Quand ils ont répété avec le temps de dédoublement, de ceux-ci, seulement 2,3 étaient positifs et de ceux-ci, 0,9 ont une biopsie positive pour un taux de valeur prédictive positive de 38%. Alors ça, c'est évidemment pour le premier tour. Si on saute au quatrième tour, ben les choses changent beaucoup parce que, évidemment, pour se rendre au quatrième tour, il faut ne pas avoir de cancer dans les 3 tours antérieurs. Et donc, le nombre détecté est devenu très petit. Il est de 1,9, alors qu'ici, il était 19,7. De ceux-ci, 2 sont positifs, 0,8 ont un cancer diagnostiqué à la biopsie pour un taux, un valeur prédictive positive de 41. Donc, quand même, des très bons résultats. Je porte également votre attention que le taux de rétention des patients était excellent. À la fin de l'étude, 90 et 85% des patients étaient dans l'étude, ce qui est évidemment très bon. Ici, je dois dire que les investigateurs ont été chanceux d'avoir fait l'étude en Hollande, parce qu'en Hollande, les gens sont sérieux et quand ils embarquent dans un programme, ben, ils restent dans ce programme. D'autres études faites dans des pays moins sérieux, que je ne mentionnerai pas, ont abouti au désastre et n'ont jamais en fait été continuées et donc jamais publiées parce que les patients étaient des petits malins et disons que le patient, lui, pensait qu'il aimerait être dépisté parce qu'il a peur du cancer du poumon. Alors, il embarque dans l'étude, il se fait randomiser. S'il est randomisé au groupe dépistage, CT scan, il reste dans l'étude. S'il est randomisé au groupe contrôle, il s'en va obtenir son CT scan ailleurs. Alors, si un nombre important de patients vous joue ce tour-là, ben, l'étude devient impossible. Et il y a des études de cancer de prostate, de cancer du sein qui ont été avortées à cause de ce retrait sélectif de certains patients. En ce qui concerne l'incidence de cancer, eh bien, elle est évidemment beaucoup plus grande dans le groupe screené que dans le groupe contrôle. Et on voit le graphique des chiffres qu'on a vus tantôt, c'est-à-dire une grande augmentation au départ, parce qu'évidemment, cette population était vierge. Et cette population-ci souffre possiblement d'un biais de détection, parce que les médecins et les patients savent qu'ils sont les contrôles d'une étude de détection, et c'est bien possible qu'ils soient plus alertes aux symptômes d'un début de cancer du poumon qu'une population générale. La mortalité par cancer du poumon confirme la même affaire, c'est-à-dire qu'elle est plus élevée dans le groupe contrôle que dans le groupe dépisté, et donc une diminution de nombre de cas et de la mortalité dans le groupe qui a eu les CT scans. Alors ici, ce qu'on a, c'est quelques détails, par exemple, le nombre de cancers qui étaient de stade 4, et on voit que dans le groupe non dépisté, 51% des cancers étaient diagnostiqués au stade 4, ce qui est évidemment pas surprenant et qui explique pourquoi le pronostic est si mauvais. Le type histologique de cancer ne présente pas grand intérêt, c'est celui auquel on s'attendrait dans un groupe de patients souffrant de cancer du poumon. Et évidemment, le tableau le plus important, c'est le résultat total. Alors, dans le groupe screené, dépisté, on a observé 18 cancers du poumon, 18% de cancers du poumon. C'était 24 dans le groupe contrôle, ce qui fait un rate ratio de 0,76, donc un résultat beaucoup plus favorable et statistiquement significatif dans le groupe CT scan que dans le groupe contrôle, et donc clairement une diminution de mortalité spécifique due au cancer du poumon. Mais comme on l'a vu tantôt, ces gens-là sont des gros fumeurs et donc ont des risques augmentés d'avoir d'autres néoplasies. Ici, c'était 1,10 chez les dépistés, et évidemment de maladies cardiovasculaires. Alors, si le cancer du poumon, la mortalité par cancer du poumon a diminué
chez le groupe screené. Par contre, la mortalité pour d'autres maladies dues au tabac a augmenté, comme c'est le cas d'autres néoplasies et de maladies cardiovasculaires et également en partie de maladies respiratoires. Et en bout de ligne, on se retrouve avec un résultat très décevant, c'est que la mortalité toute cause est identique dans le groupe screené que dans le groupe non dépisté. Le risque ratio est de 1,01, donc un résultat totalement négatif en ce qui concerne la mortalité totale. Alors, le surtraitement, dans l'étude antérieure, le surtraitement était de 18,5. Dans l'étude Nelson, qui est l'étude qu'on a vue aujourd'hui, il est de 19,7. Et je dois dire, cependant, c'est important que pour vraiment mesurer comme il faut le surtraitement, il faut attendre à ce que tous les patients de l'étude soient décédés. Ici, cette analyse a été faite après 10 ans. Tous les patients n'étaient pas décédés et donc les résultats d'une modélisation, et ces modélisations-là peuvent être extrêmement trompeuses et donnent souvent des résultats très variables. Donc, il faut se méfier de ces modélisations et j'ai des raisons de soupçonner que les auteurs vont choisir la modélisation qui va sous-estimer le surtraitement. Mais ça, je ne peux évidemment pas le prouver. Alors, en conclusion, le dépistage par CT scan diminue les cancers, la mortalité de cancer de poumon, mais pas la mortalité toute cause. Il y a un surdiagnostic qui est d'au moins 20%. Maintenant, là, on rentre dans un autre problème qui est quasiment insurmontable. Comme je vous l'ai dit tantôt, pour vraiment mesurer le surdiagnostic, il faut que tous les patients soient morts. Et dans l'étude de cancer du sein, eh bien, ça a pris 25 ans quand ils ont regardé les résultats et ils ont mesuré le surdiagnostic qui était quand même très important. Et à cause du surdiagnostic, ils ont conclu que ce n'était pas une bonne stratégie que de faire une mammographie à tous les femmes entre X et Y âge. Mais cette étude a soulevé évidemment un tollé épouvantable parce que le cancer du sein est très politisé. Les auteurs ont eu des menaces de mort, une sorte d'affaires horribles comme ça. Mais éventuellement, quand on s'est calmé puis qu'on a réfléchi, on est arrivé à la conclusion qu'il y a quand même un problème dans tout ça. Et c'est que cette étude, puisqu'il a fallu attendre à ce que toutes les patientes soient mortes, avait été réalisée il y a 25 ans, et qu'il y a 25 ans, l'équipement radiologiste et probablement la compétence des radiologistes était moins bonne qu'aujourd'hui. Donc, les résultats de cette étude ne s'appliquent pas nécessairement aux patientes qui auraient une mammographie aujourd'hui, puisque on suppose, et c'est raisonnable de penser, qu'on est devenu meilleur. Alors, ça rend la situation quasiment impossible parce que pour étudier le surdiagnostic, il faut attendre 25 ans. Et en 25 ans, les équipements se sont améliorés. Dans notre cas ici, il faut considérer quand même que si on commençait une étude aujourd'hui, dans 25 ans, c'est très probable que le diagnostic soit fait par intelligence artificielle, comme c'est le cas dans tous les cas d'imagerie, et que l'intelligence artificielle, comme c'est le cas dans d'autres situations, sera démontrée comme étant supérieure à l'humain. Et donc, cette étude qu'on étudierait dans 25 ans et qui aurait été faite par des radiologistes humains ne serait pas applicable à une étude faite en intelligence artificielle. Donc, dans l'évaluation d'un programme de dépistage de cancer, on a toujours un retard de 20 à 25 ans, ce qui rend les résultats extrêmement difficiles à appliquer à notre vie de tous les jours. En vue de cela, qu'est-ce qu'on doit dire aux patients? D'abord, je vous rappelle qu'il y a 20 à 25% de fumeurs. Donc, 20 à 25% de vos patients sont à risque de cancer. Et évidemment, l'étude a été publiée dans New England. C'est très probable qu'elle ait été rapportée dans les médias sociaux, dans la presse, les médias traditionnels, etc. Et que les patients vous posent la question.
Alors, évidemment, la réponse n'est pas facile. Idéalement, on voudrait que ce soit le patient qui prenne la décision, mais évidemment, la décision va être prise en fonction de l'information que nous allons lui donner. Et probablement que si le patient, mais ce n'est pas nécessairement la conclusion à laquelle vous allez tous arriver, mais je dirais que si le patient a très peur du cancer du poumon, ben, c'est peut-être une bonne idée de l'embarquer dans un programme de dépistage. Par contre, si le patient est ambivalent, ben, c'est peut-être beaucoup moins intéressant. Mais évidemment, c'est une situation décisionnelle extrêmement difficile. C'est intéressant, en regardant tout ça, je spéculais sur qu'est-ce qui arriverait si on faisait un programme de dépistage de cancer du poumon, de mésothéliome, chez les patients exposés à l'amiante. Alors, vu que l'amiante, contrairement au tabac, augmente seulement l'incidence d'une maladie qui est le cancer du poumon, ben, c'est très possible, mais je spécule, qu'un programme de dépistage du cancer du poumon chez les patients exposés à l'amiante diminue non seulement la mortalité par cancer du poumon, mais également la mortalité totale. Alors, c'est tout ce que j'avais l'intention de vous raconter. J'espère que cela vous sera utile. Et si vous avez des questions ou des commentaires, s'il vous plaît, envoyez-les-moi par email. Merci beaucoup pour votre attention.